je vais parler je vais faire mon mieux de parler en français. Je lirai quelques poésies en anglais. Je crois que nous avons 50 minutes, quelque chose comme ça. Oui. Je vais commencer en parlant de cette question de la forme féminine, parce que c'est une chose qui m'a beaucoup occupée au commencement de la vie de poète. Le moment où j'ai commencé à publier la poésie, vers le milieu des années 60, c'était un moment où il paraissait qu'il y avait peu de poésie écrite par les femmes. Puis, 2 ans après, il y avait beaucoup. Je fais partie d'une génération de femmes écrivant en anglais. Avant, il y avait un poète féminin très, très, très importante, Moira Wakati, mais elle a... Parce qu'elle écrivait en gaélique, c'était peut-être... elle était jusqu'à un certain point moins connue. En commençant, j'ai trouvé qu'il y avait devant moi des exemples, des poètes exemplaires. Par exemple, Yeats. À 16 ans, je crois que je connaissais toute l'œuvre poétique de Yeats par cœur. Il me semblait, à moi, que je le connaissais comme ça. Il y avait aussi Patrick Kavanagh, mais c'était des voix masculines, c'était des voix très fortes, à moi, il paraissait que ce serait difficile de les suivre. Je ne voulais pas nier la fémininité, ni poser trop d'importance sur elle, parce que les poètes masculins n'ont pas le devoir de dire tout le temps regarde-moi, je suis homme. Il y a quelques-uns qui le font et d'autres qui ne le font pas. Alors, c'est pour ça que je veux revenir sur le sujet de Louis MacNeice, qui m'a aidé. Quand les poésies complètes de MacNeice ont été publiées au commencement des années 60, et ça m'a donné un type de voix qui gardait un peu de distance, qui était un peu ironique et qui parlait de choses qui n'étaient pas tout à fait rurales, qui n'étaient pas tout à fait fixées sur un certain moment, ni sur un endroit à part. Et ça m'a aidé un peu de rentrer dans la poésie. C'est pour ça que j'ai trouvé des moyens, j'ai essayé de trouver des moyens de parler de moi sans être trop spécifique, que c'est une femme qui parle. Et j'ai écrit cette poésie qui s'appelle « Le porcher ». En effet, ça devrait être la porchère, parce que c'est moi qui parle, c'est une femme qui parle. C'est une femme qui se trouve avec une profession. J'étais jeune universitaire, je trouvais tout le poids d'avoir choisi un boulot, un travail, et qui me semblait un peu qui ne m'occupait pas tout à fait le moi. Et pour ça, j'ai écrit cette poésie qui me semble être un type d'évasion qui explique
le vouloir d'échapper à la vie professionnelle. Mais échapper dans quoi? J'avais devant moi l'exemple de mes tantes. Mon père avait 6 sœurs. Il était seul garçon et seulement lui, dans sa famille, s'est marié. 3 se sont faites religieuses et les autres 3 sont restées à la maison à prier, à mener une vie même plus religieuse que les religieuses. Les religieuses, quand elles revenaient à la maison, ne pouvaient pas le supporter, la prière perpétuelle. Et quand même, et alors j'ai passé beaucoup de ma jeunesse en pensant que c'était très important d'échapper à ce type de vie. Quand j'ai commencé à écrire la poésie, j'ai été un peu étonnée de trouver que les religieuses venaient dans les poésies. Elles arrivaient, elles étaient là pour une raison et j'ai voulu comprendre pourquoi elles étaient là. Je crois que c'est une type de vie féminine, historique et cachée, que je ne comprends pas. Et c'est pour ça que je me suis rendu compte que pour écrire la poésie, pour moi, il faut quelque chose que je ne comprends pas. Je ne comprends pas la mort, la naissance, je ne comprends pas la vie, ou la plupart de la vie me semble très difficile à comprendre. Et il était, je crois, important pour moi d'écrire en vers, d'écrire la poésie, parce que en poésie, on n'a pas le devoir de dire des choses qu'on ne pense pas qu'ils soient vraies. Et je crois que cette évasion, cette indirection, ce type de stratégie pour éviter la parole trop directe m'est venue peu à peu, mais elle m'a été très importante. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce poésie, qui est vraiment une poésie au sujet des religieuses et de leur vie, comme une vie alternée que je n'ai pas choisie, et qui s'appelle Swineherd. Évidemment, en anglais, il n'est pas nécessaire de préciser que le swineherd soit une femme. When all this is over, said the swineherd, I mean to retire where nobody will have heard about my special skills and conversation is mainly about the weather. I intend to learn how to make coffee, at least as well as the Portuguese lay sister in the kitchen, and polish the brass fenders every day. I want to lie awake at night, listening to cream crawling to the top of the jug and the water lying soft in the cistern. I want to see an orchard where the trees grow in straight lines and the yellow fox finds shelter between the navy blue trunks, where it gets dark early in summer and the apple blossom is allowed to wither on the bough. Une de mes tantes était mère supérieure en Belgique. Dans ce type, cet ordre de religieuses, les Portugaises savaient toujours faire la cuisine. Alors, elles finissaient dans la cuisine. Les Irlandaises ne savaient pas faire la cuisine, alors elles finissaient comme gérantes, comme mère supérieure. Et je crois qu'en effet, ma tante était la première femme que j'ai
connu qui pouvait gérer une entreprise. Et je crois que dans cette poésie, il s'agit aussi un peu du moment quand la femme prend un peu de responsabilité et se rend conscient de la responsabilité. Mais aussi que c'est un peu difficile pour elle. Je voulais aussi dire quelque chose au sujet de l'architecture. Nous sommes ici dans une abbaye. Nous nous trouvons dans un espace qui a été conçu avec des idées de l'espace. Qui peut entrer dans une certaine, par exemple dans un cloître, qui doit rester dehors, quel type de personnage vient régulièrement, par exemple vient à la messe, autre qui vient seulement en visite cérémoniale, et toutes ces choses m'intéressent beaucoup. Comment une personne peut être présent dans un lieu. Qu'est-ce que c'est que d'être présent? Je veux lire une autre poésie qui s'appelle en anglais Sister. C'est parce que sister peut signifier quelque chose, une sœur dans la famille, mais aussi évidemment une religieuse. Et je voulais laisser ouvert quel type de sœur est au centre de cette poésie, de ce poème. Je m'excuse, je tombe quelquefois dans des expressions un peu italiennes. La sœur ici, en effet, je crois qu'elle est la sœur d'une religieuse. Et dans la vie, il arrive quelque chose d'où elle ne sait pas où aller. Et elle va au couvent parce qu'elle sait que si elle arrive, on la laissera entrer. Mais qu'elles ne sont pas très heureuses de la voir. Et puis, dans le couvent, elle meurt. Et j'ai écrit cette poésie, j'écris toujours très lentement, je réécris, je reviens beaucoup sur ce que j'ai écrit. Et en revenant sur cette poésie, je me suis rendu compte qu'il y a deux choses dedans. Il y a le monde des religieuses, il y a aussi le monde dehors. Mon père était fils d'un chef de gare. Et pour lui, toute la vie, il aimait les trains. Il allait toujours les chercher. Il aimait beaucoup aller au restaurant si c'était près de la gare qu'on pouvait entendre passer le train. Et moi aussi, j'aime tellement le train. Mais j'avais jamais réussi à mettre un train dans un poème avant ce poème-ci. Et je crois que c'est la présence de la sœur, de cette figure un peu ambiguë, qui m'a permis enfin de parler du train. L'autre chose que je crois que je peux peut-être dire, c'est que ce qui m'a beaucoup influencé, c'est le cinéma. C'est l'effet que dans le cinéma,
il y a beaucoup d'incompréhension. Quand j'étais jeune, on ne me permettait pas d'aller au cinéma tout le temps. Et j'avais beaucoup de difficultés, quand j'y allais, à distinguer les bons des mauvais, les villains des westerns, des autres. Toutes les autres, mes amis allaient tout le temps, ils allaient 2-3 fois par semaine. C'était pas difficile pour eux, mais moi, et puis je me suis un peu addictée à cette incompréhension. Il me semblait très intéressant de voir dérouler des choses que je ne comprenais pas. Et jusqu'à un certain point, je crois que dans la poésie, j'ai essayé de garder cette incompréhension parce que elle exprime cette autre incompréhension sur la vie, les relations entre les gens dans une famille, pourquoi les gens finissent où ils finissent. Et tout ça devrait peut-être expliquer un peu cette poésie, The Sister, qui commence par parler de sa jeunesse et comment quand elle était jeune, elle aurait eu peur de quitter la maison, de quitter chez elle. Mais elle fait ce voyage et elle vient à une autre maison. How on earth did she manage that journey on her own? When she was a young woman, they had plenty to keep them busy. They were small, they felt queasy. They gripped a pillar in the shade and held on. And as for leaving home, still, the trains have never changed. They thunder up the valleys built for strapping fellows, flinging their big bundles easily onto high shelves, real men. She turned up at the station, small, her clothes once elegant, all black. Past the train window slid the suburbs, a fast river. She saw a white-haired man, waist-deep, ducking under and rising again, a cormorant. A lump of a lad handed her bag down to her. Lopsided, she walked as far as the convent door. They greeted her with a leathery kiss. They told her where to find her bed and the hour of dinner. They knew the silent meal would be no surprise, no more than the hard bread, tougher at every slice. Nor the dead silence of night until the first train troubled the valley. She would know, lying there, others were sitting up, working in pairs to finish the stitching, tacking the last of the lace. But the cold moke her, and the subtle mist as fine as gauze hung on the glass. In the freezing dawn, she dragged a web just as light across her skin, veiling herself for good, and she slept on. J'expliquerai un peu. Dans la jeunesse, elle ne pouvait pas quitter la maison. Maintenant, elle va sur ce train qui est grand, qui est fait pour les mâles. Par exemple, cette femme est petite, elle ne peut pas mettre ses bagages en haut. Je me rappelle quand tous les trains d'Europe étaient un peu comme ça. Je crois que maintenant, ils sont un petit peu plus civilisés. Et puis, quand elle arrive au couvent, elles savent, là, parce qu'elle voit un vieux aux cheveux blancs de la fenêtre du train. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est la dernière fois qu'elle va voir un homme.
Il est dans le fleuve, il est peut-être pêcheur. J'ai vu un homme comme ça. Et elle va rentrer dans ce monde tout à fait féminin. Quand elle arrive, elles savent, les religieuses savent qu'elle est déjà un peu pratique de la routine du couvent, parce qu'elle a visité avant. Et puis elle se voile, elle met une voile, mais la voile c'est la mort. Ok, où étais-je? Je veux aussi parler un peu de notre poème. Comme universitaire, comme professeur, j'ai travaillé beaucoup sur l'histoire de la réforme protestante. Et j'ai trouvé que ça m'a donné des images, des idées pour la poésie. Mais c'est aussi des images catholiques, surtout du pèlerinage. On m'a invité une fois d'aller sur le Skellig, qui est un rocher à, je crois, 12 kilomètres de la côte d'Irlande. Un rocher tout à fait infertile, il n'y a absolument rien. Là, il y a 1000 ans, il y a 1000 années, il y avait un monastère où les moines vivaient, mais personne ne sait comment ils ont pu vivre là-dessus. Je crois qu'ils ont dû avoir des aides qui venaient du continent, mais c'est un endroit très étrange. Et quand j'y suis allée, et c'était une commission, on m'a demandé d'écrire un poème, j'ai eu l'idée d'un autre type de femme dans le cadre de la religion, une vieille très agaçante qui fait la vie de ses filles très difficile parce qu'elle veut toujours aller en pèlerinage. Et elle, devant l'accompagner, la surveiller parce qu'elle va tomber, elle va mourir. En effet, il y a des gens qui meurent sur le Skellig maintenant, des touristes, parce que c'est très dangereux. Et j'ai eu cette idée d'inventer cette femme qui est un peu comme moi, parce que ma famille ont des routines à me distraire. S'ils voient une église, une abbaye, quelque chose quelque part dans l'Europe, il commence toujours à me distraire, à dire, mais vois ce qu'il y a de ce côté-là, pour ne pas devoir arrêter la voiture et visiter. Mon fils a découvert très tôt qu'on n'est pas permis d'entrer dans une église avec des rollerblades. Oui, avec des pattes à roulettes. Pattes à roulettes, oui. Alors, il les a mis pour se protéger de ces visites. Et j'ai inventé cette femme et j'ai écrit cette poésie qui s'appelle Vertigo. Vertigo parce que moi, je souffre un peu de la peur des lieux hautes et que j'étais terrifiée tout le temps que j'étais sur le Skellig, mais je ne pouvais pas je ne pouvais pas non y aller parce que c'est un endroit très spécial. Ok. Je vais dire quelque chose sur la poésie. Comme moi, elle est grosse, elle souffre un peu d'asthme,
La jupe lui remonte un peu. Elle insiste d'aller pieds nus à un certain point. Elle donne les bas à une des deux filles. Et puis, à la fin, elle a un peu une vision. Elle voit quelque chose. Elle voit la mer, elle voit l'immensité, parce que du Skellig, on va sans interruption au Brésil. Elle voit la mort. Elle voit un peu la vérité. C'est ce qu'elle voit. C'est la vision qu'elle a sur le rocher. Vertigo. Shaped like a barrel with asthma, her black skirt bunched at her waist, she kneels or squats at every spot reputed to be holy. Her two daughters wait and gossip until she scrambles up and they move a few yards on. How did such smart women acquire such a mother? She insists on doing the next bit barefoot. Nobody does that anymore, Mama. But she's down, one haunch on a pointed stone, handing the shoes to the younger one, hauling off the black stockings, which she adds to the black bag already encumbered with rosary beads tangled in keys, all the stuff she's dragged from home. She struggles ahead, joining the queue to climb the staggered steps along the cliff edge. A puffin lands beside her. She yelps in surprise. Then she reaches out in her turn to stroke each of 5 crosses cut in the slab, 1 for the saint, 4 for his 4 sisters named in the early life. It was here that he overcame the crooked landlord and set all the tenants free. Then off again. The daughters are resigned to the last sharp ascent. From below they keep her in sight. The mainland spreads in the wide distance. The clouds are scattering, and above them stands the stony north face of the abbey, the great door. But photography barely exists. The lighthouse men have news of the Russian war. The daughters fret, watching the bumblebees trample the sea pinks in the spot where last year a man fell and smashed. How will they ever get her back down to the boat? She is terrified of heights. The seagull's diving call, the foam at the foot of the cliff, makes her feel sick. But she does look down and at last sees what is there, the dimensions, the naming. Yes, a broad, slick widening, an anachronism. Ambiguous, like a leaf floating where never a leaf has blown, like a word, a calque, swimming up into sight through the tides of speech, like a seal who plays on the deep ocean, the gate of her days left open, her daughters like armed angels guarding each side of the path to the edge where everything pours away. On a parlé hier du sens qu'il y a les droits et les devoirs d'écrire sur certains sujets. Pour moi, les tantes, les religieuses, aussi celles qui m'ont enseigné à l'école, au lycée, étaient des figures, m'étaient bénignes, m'étaient intéressantes, même si je ne voulais pas vivre comme elles. Mais parmi les scandales de l'Irlande dans les dernières années, il y a eu les scandales des histoires des femmes, surtout des jeunes femmes enceintes sans être mariées, mais outre
qui n'étaient pas enceintes, qui ont eu peut-être, qui n'avaient pas eu d'expérience sexuelle, que la société avait décidé qu'elle devait être enfermée dans des couvents, dans des endroits qu'on nommait des asiles de la Madeleine, the Magdalen Asylums. Et on savait très bien, dans la ville où j'ai grandi, Cork, qu'il y avait un lieu qui s'appelait Bessborough, c'était un couvent. Et il y avait des jeunes filles qui disaient « Oh, I do Bessborough for him ». Quand je dis ça, j'éprouve encore un type de terreur parce qu'il me semble qu'elle ne savait pas ce qu'elle disait, mais c'était quelque chose qu'on leur disait à elle, tu vas finir là-bas. Et en effet, il y avait une femme qui travaillait dans une résidence universitaire où ma mère et mon père, mon père était warden, gardien, et cette jeune femme était enceinte. Et en effet, ma mère a fait beaucoup pour être absolument sûre qu'elle n'irait pas à Bessborough. Elle avait un talent un peu pour la lutte et parce qu'elle devait insister parce que la grossesse n'était pas tout à fait saine. Elle avait des problèmes de santé, qu'elle devait être soignée à l'hôpital. Et alors, j'ai su ça, et j'ai su que ma mère pensait qu'elle était vraiment en danger. Danger de mort, non seulement d'être enfermée contre son gré. Et puis, après, j'ai entendu, il y avait d'autres histoires on entendait, et j'ai écrit une poésie parce qu'un jour, je me suis dit, j'ai jamais vu cet endroit, je vais aller regarder. Je suis allée, la porte était fermée, la maison était vide, mais je l'ai vue. Et puis après, j'ai rencontré une autre femme qui avait eu son bébé à Bessborough et qui m'avait dit que dans cette période que les gens avaient traité très très bien et que même elle revenait les voir avec son petit fils après qu'elle avait quitté. Alors cette poésie a une histoire alors un peu compliquée. Ce poème Bessborough, que je vais trouver, oui. C'est aussi un poème où je parle un peu du lien entre le poète et le sujet. Pourquoi je dois écrire un poème sur ce sujet. Bessborough. This is what I inherit. It was never my own life, but a house's name I heard, and others heard as warning of what might happen, a girl daring and caught by ill luck, a fragment of desolate fact, a hammer note of fear. But I never saw the place. Now that I stand at the gate, and that time is so long gone, it is their absence that reigns, that stabs right into the seams of my big coat, settling on my shoulder in pointed needles, crowding the short day. The white barred gate is closed. The white fence tracks out of sight where the avenue goes. Rain veils distance, dimming all sound,
and a half-drawn lace of mist hides elements of the known, gables and high blind windows. The story has moved away. The rain darns into the grass, blown over the tidal loch, past the isolated roof and the tall trees in the park. It gusts off to south and west. Earth is secret as ever. The blood that was sown here flowered, and all the seeds blew away. Si vous me permettez, je vais lire encore un poème où je parle encore d'une sœur, mais cette fois c'est ma sœur. Ma sœur, on dit cadette, non? Oui, ma sœur cadette, qui est décédée maintenant 23 ans. Et au moment de sa maladie, quand j'ai aidé à la soigner, j'ai trouvé que c'était un peu impossible d'écrire sur ce qui se passait. C'était peut-être trop difficile, mais c'était aussi parce que je n'avais pas trouvé encore les idées, et peut-être aussi parce que ce que j'aurais écrit en ce moment pourrait être offensive, surtout à ma mère, qui elle aussi avait aidé à la soigner. Mais après, récemment, j'ai voulu écrire un peu sur ce sujet. Et il y a quelque chose qui m'est venu, qui m'a donné une idée sur la fémininité. On peut dire que la masculinité et la fémininité, qu'ils ne sont pas fixes, qu'il y a des coutumes qui se déplacent entre eux. Et je me suis rappelé un moment où ma sœur était musicienne. Elle jouait le violon. Et quand la première fois, elle a dû descendre d'un étage, d'une plateforme comme celui-ci, sur des marches un peu étroites et difficiles comme cela. Elle ne savait pas comment le faire parce qu'elle avait le violon très très précieux dans la main. Et puis elle avait une robe très longue qu'elle n'était pas accoutumée à porter. Et elle disait, mais j'ai peur. Quand j'aurai fini de jouer, j'ai peur que quand je descends, que je vais tomber. Et mon grand-père, en effet, l'a montré. Il dit, non, je vais te montrer. Parce qu'il se souvenait de comment sa mère descendait sur un escalier. Et cette idée m'a donné aussi une image de la maladie, de la mort, du destin, que j'ai trouvé, qui m'a plu, et j'ai essayé d'écrire ce poème qui s'appelle The Skirt, la jupe. Okay. The young girl standing at the head of the long staircase, with her long full skirt of black lace embroidery, holds her precious fiddle, her long slim bow in her right hand. She has nobody alive in this town has ever seen a woman descending stairs with such a fullness of cloth managed or knows how it's done. Her grandfather sighs, puts aside his grave clothes, the spectacles, crossword, pencil,
to show her how his mother, his grandmother, dressed a stairway, how one skilled hand rightly placed on the flowing, trailing herd jerked all smooth into a series. She starts to make her way down, and the risers behind her all flower in shiny blackness, glitter in gaps of lace, following her down along. And when she reaches the floor, it opens, she treads on down, the stairwell plunges away, her feet still find the trail, she still holds the fiddle upright, the white flash of the bow fading. Alors, qu'est-ce que... Je ne trouve pas rien d'important de dire outre ça. Peut-être je vais demander, si vous voulez bien lire les traductions. Ils sont deux, Jean-Yves Masson et Philippe Hersan. Merci. Merci beaucoup. Et excusez-moi de mes fautes de français. On a très bien compris. Ah oui, ça ne veut pas dire que tu ne veux pas me défendre. Premier souvenir. Si dans mes poèmes je me montre paralysé, là où la colère conviendrait davantage, la raison n'en serait-elle pas que mon éducation a banni le spectacle de la mort? Jamais on ne réveilla ma tante Nora dans le petit salon. Nos chats pourchassaient les souris, mais jamais nous ne vîmes ce qu'ils tuaient. Je suis né pendant la guerre, mais jamais je ne m'en suis aperçu. Ma tante Nora est toujours au mieux de sa forme, et son plus beau vase de Chine n'a été ni bougé ni cassé. La poussière ne l'a pas recouvert. J'en pris conscience pour la première fois l'année où je vis comment les couleurs des pierres changent au fur et à mesure que l'eau s'évapore d'elles après la pluie. Je sais comment les choses commencent à se produire, sans jamais me douter qu'elles vont finir. Très cher, si je ne puis jamais écrire le mot adieu, sur la dernière feuille de la lettre, ne va pas interroger ma vie adulte, mais cherche plutôt du côté d'où je suis parti. Mon enfance m'a donné l'espoir, mais point d'avertissement. J'ai découvert les habitudes de la mousse qui gèle la pierre en secret, la rouille qui doucement mord les gonds pour que la porte reste toujours ouverte. Je fus instruite peu à peu de la vérité, comme la marée impuissante qui monte et reflue en un même lieu. Le second voyage. Ulysse leva son aviron et vit les vagues au front ébouriffé qui rôdaient en rang par deux avec des airs de crocodile. Il enfonça l'aviron entre leurs mâchoires et baissa les yeux vers
la mer en ébullition, où des griffonnages d'herbes folles dessinaient une profondeur incertaine et où les poissons effilés avançaient en formation fatidique, et il pensa, si ces vagues avaient maintenant le moindre soupçon de décence, elles porteraient des sillons, des bosses, des pustules à force d'avoir tant cogné, et nous pourrions les nommer comme Adam nomma les bêtes, saluant l'une toute neuve avec consternation, et telle autre avec admiration pour sa mauvaise renommée. Elle remarquerait notre passage et se réjouirait de notre destruction, mais celles que voici ont moins de caractère que des moutons et demandent plus de patience. « Je sais ce que vais faire, dit-il. Je vais parquer mon navire à l'abri d'une longue jetée. Et je t'emmènerai avec moi, dit-il à son aviron. J'affronterai le sol qui s'élève et je le gravirai, quittant les eaux qu'agitent les marées. Je remonterai les lits de rivière où des hérons ponctuent les milles du courant. Je sauterai par-dessus les crevasses dans les collines, traverserai de chaudes vallées silencieuses, et quand je rencontrerai un fermier, assez hardi pour me regarder dans les yeux, en me disant « Où vas-tu donc avec ce long éventail à vanner le grain sur ton épaule ?» Là, je m'arrêterai. Et je te planterai comme un poteau de barrière ou un piquet, et t'abandonnerai comme si la mer était montée jusque-là. Je pourrai m'en retourner alors et arranger ma maison. Mais les profondes vallées sans clôture de l'océan le retenaient toujours. Il n'avait que son aviron pour les tenir à distance. La mer continuait de grouiller d'alevin sous les flancs du navire. Il examina les nénuphars et pensa à des jets d'eau, s'épanouissant aussi larges que des saules sur des places vides. Le cliquetis de l'eau comme un sucre dans la bouilloire. La surface plane des lacs qui coupent en deux les joncs. Il se souvint des araignées et des grenouilles qui logent au bord de la route dans des ruisselets qui coulent sur la boue. Des abreuvoirs à chevaux, du canal noir avec les cygnes blêmes dans l'obscurité. Son visage s'humecta de larmes qui avaient le goût de sa propre sueur ou des insultes de la mer. Un dernier. Lucina brillait dans la paix de la nuit. La lune brillait dans la paix de la nuit. La voûte céleste était remplie d'étoiles. Je lisais mon livre parmi les ruines, sous une aigre chandelle, sans viande rôtie ni musique, sans boisson forte et sans abri contre l'air qui s'engouffrait par la fenêtre craquelée, et j'ai senti sur ma tête le clair de lune pur de 3 jours de pluie. J'ai lavé mon corps dans l'eau glacée, orange d'avoir traversé les marécages et plongé parmi le cresson. Les chauves-souris voletaient dans la pièce où je dormis sans inquiétude. À mon réveil, des moutons m'observaient. Les vagues des ténèbres étaient derrière moi. Le fléau des souris, le fléau des blattes s'échappant de la reliure des livres, puis la peste couvrant les pâles visages du nombre d'argile et le mâle de la lune égaré dans son cours. J'ai trouvé la paix dans le désert, frappé de stupeur, comme les bêtes de mosaïque au sol de la chapelle après le départ de Cromwell quand elles virent croître le ciel par un trou dans le toit. Des chiens de berger m'embrassèrent, la sauterelle revint avec l'abeille et l'alouette. Observant le sol parmi les hautes haies d'aubépine, je vis le lièvre recueilli, tout à fait immobile, assis au milieu du chemin. À nouveau, j'entendis le gazouillis du ruisseau qui coulait.